Combien de passagers auraient embarqué s'ils avaient eu connaissance d'un incendie dans la soute? Moi, je serais descendu tout de suite. Malgré les risques, ils ont décrété que tout irait bien, que ce bateau devait partir coûte que coûte. C'est ça. Le Titanic largue les amarres à l'heure. Il fait une escale rapide à Queenstown, en Irlande, avant de mettre le cap à l'ouest vers les États-Unis. Les passagers ignorent encore que sous leurs pieds, un incendie fait rage, au point de fragiliser la coque en acier. Le Titanic est maintenant à 3 jours de mer de New York. Voici l'un des salons de première classe. Seuls les passagers les plus riches ont accès à ces suites luxueuses. Mais tandis que les voyageurs profitent du navire, le capitaine Edward Smith et le directeur de la White Star, Joseph Bruce Ismay, reçoivent une nouvelle alarmante. Des icebergs dérivent dans leur direction. Aucun des deux hommes ne prend de mesures pour les éviter. Et ce, alors que le Titanic ne dispose pas de suffisamment de canaux de sauvetage pour évacuer tous les passagers. Selon Ismay, les cloisons étanches situées à l'intérieur du bateau en font un canot de sauvetage à part entière et le rendent pratiquement insubmersible. Elles doivent lui permettre de se maintenir à flot assez longtemps en attendant l'arrivée des secours. Mais les passagers vont regretter de lui avoir fait confiance. Le 14 avril 1912, juste avant minuit, le Titanic percute un iceberg à pleine vitesse. En à peine quelques heures, il disparaît au fond de l'océan. 1500 personnes, parmi lesquelles de jeunes enfants, meurent de froid dans les eaux glacées de l'Atlantique, emportant avec eux leur rêve brisé d'une nouvelle vie aux États-Unis. Seuls 600 passagers et membres d'équipage parviennent à s'entasser sur les canaux de sauvetage pour survivre à l'horreur. Ils seront hantés par les cris de ceux qui n'ont pas eu leur chance. Dans la tourmente qui suit le naufrage, le gouvernement britannique est contraint d'organiser une commission d'enquête. Les audiences ont lieu à Londres, au Scottish Drill Hall. Incroyable. Ça alors. Senan Moloney demande à Brad Madsen de l'aider à réexaminer les preuves exposées en 1912. Ce lieu, au centre de l'histoire du Titanic, est rarement ouvert au public. J'ai vu beaucoup de photos de cet endroit, mais elles sont très loin de la réalité. C'est comme un sanctuaire en mémoire du drame et de l'enquête. Oui. Ah, c'est extraordinaire. La commission d'enquête est présidée par le représentant de la couronne, Lord Mersey. Plus d'une centaine de témoins sont appelés à la barre. La plupart d'entre eux font partie de la direction de la compagnie maritime. Au cours des 11 jours d'audience, l'incendie dans la soute à charbon est à peine évoqué. Puis, après 2 demandes rejetées, le président du syndicat des pompiers, Thomas Lewis, obtient le droit d'interroger ces hommes. Des pompiers sont enfin appelés à témoigner et Thomas Lewis les oriente vers l'incendie. Le premier rescapé à venir à la barre est l'un des pompiers suppléants montés à Southampton. Il s'appelle Charles Hendrickson. Il explique qu'un incendie de cette ampleur en mer est un fait exceptionnel. Lewis a demandé à Hendrickson « Avez-vous déjà vu beaucoup d'incendies dans une soute à charbon ?» C'est le premier que je voyais.
Il a pourtant été suggéré que les feux de cuve de ce type sont assez courants dans les navires. Mais pendant les 5 ans où vous avez travaillé pour la compagnie White Star, vous n'avez vu aucun feu se déclarer en soute. Non. La soute numéro 10 contient plus de 100 tonnes de charbon accessibles par 2 trappes seulement. Le seul moyen d'éteindre le feu est de transférer le charbon incandescent dans les fourneaux des machines. Mais 3 jours après le départ du navire, Charles Hendrickson et son équipe luttent toujours contre l'incendie. Le samedi, soit 24 heures avant la collision avec l'iceberg, l'incendie brûlait toujours. Et combien de temps avez-vous mis à éteindre ce feu de cuve? Il s'est éteint quand il n'y a plus eu de charbon. Une fois tout le charbon évacué, Hendrickson découvre que la chaleur extrême a laissé des traces dans la soute. Dans quel état était la cloison? La tôle avait été chauffée au rouge. Chauffée au rouge? C'est incroyable. C'était l'une des principales protections du bateau et elle était chauffée au rouge. C'est une accusation très grave. La paroi en acier la plus exposée à la chaleur est une cloison étanche, essentielle à la sécurité du bateau. Plusieurs de ces cloisons divisent la coque en compartiments distincts. Elles sont censées empêcher l'eau de s'engouffrer dans le reste du navire. Lors de l'enquête, plusieurs pompiers affirment que la cloison en question était gravement endommagée par le feu. Il a déclaré: La tôle était bosselée. La cloison était abîmée? Oui, déformée. Elle est indispensable pour empêcher l'eau de pénétrer dans la coque. C'est incroyable. La déformation de la cloison aurait dû alerter la direction et le capitaine, mais il n'en est rien. Une fois la soute vidée de son charbon, les dégâts sont tout simplement colmatés. J'ai passé une couche d'huile noire par-dessus. Afin de lui redonner une apparence normale, c'est cela? Oui. On se demande à quoi pouvaient bien penser les officiers aux commandes du navire. Malgré ces révélations, Lord Mersey semble peu intéressé et choisit même de changer de sujet. Il fait partie de l'entourage du directeur de la White Star et il est proche de l'industrie maritime britannique. Lord Mersey ne voulait rien savoir. Chaque fois que les témoins tentaient de développer la thèse de l'incendie, il les coupait pour clore le débat. Il serait temps que l'on se concentre sur les éléments qui vont vraiment faire avancer notre enquête. Et un feu dans une cuve de charbon n'en est pas un. C'était une information absolument capitale. Et Lord Mersey ne voulait pas l'entendre. Le charbon brûlant dans la soute numéro 10 est désormais évacué. Mais de nouveaux éléments prouvent que la cloison chauffée au rouge a fait se propager l'incendie. J'ai trouvé un article du New York Tribune du samedi 20 avril 1912. D'après le récit d'un officier à bord, il y avait le feu dans les soutes à charbon. Les soutes. Plusieurs, pas une seule. Ces informations se révèlent exactes. Il parle des soutes 9 et 10. Et il dit que le feu s'est répandu non pas dans une soute, mais dans 2. Après être venu à bout de la soute numéro 10, les pompiers se chargent de vider la soute attenante. Une bonne partie des réserves de charbon du navire est jetée dans les fourneaux des machines. Cela pourrait-il expliquer l'une des grandes énigmes du naufrage? Malgré les avertissements répétés, le capitaine du Titanic maintient le cap et fonce à pleine vitesse en direction des icebergs. On a longtemps cru qu'il tentait de battre le record de la traversée transatlantique.
Or, le paquebot n'était tout simplement pas assez rapide. Alors pourquoi naviguer si vite? Ce violent incendie, qui a contraint les pompiers à précipiter des tonnes de charbon brûlant dans les fourneaux du bateau, pourrait bien être la clé du mystère. Les fourneaux ont reçu une énorme quantité de charbon en un temps record. Le combustible propulse le paquebot avec une force motrice incroyable. Il fonce désormais à une vitesse de plus de 22 nœuds à la rencontre de son destin. Pourquoi le capitaine n'a-t-il pas ralenti à l'approche de la glace? Un élément capital a peut-être été négligé. En 1912, la Grande-Bretagne est paralysée par une grève de mineurs. Le Titanic n'a pas pu remplir entièrement ses cales et a juste assez de charbon pour atteindre New York. Les deux incendies ont déjà entamé ses réserves. Perdre de la vitesse maintenant brûlerait trop vite le peu de charbon qui lui reste. Quand un navire ralentit sa course, puis repart à pleine vitesse, cela augmente sa consommation de carburant. Si ses réserves sont déjà limitées, il risque de tomber en panne. Le Titanic n'a plus suffisamment de charbon ni pour ralentir, ni pour dévier de sa trajectoire initiale. Ça semble être une explication tout à fait cohérente. C'est un élément important qui a eu un impact sur le comportement du bateau. Vos découvertes permettent d'éclairer l'enquête d'un jour nouveau. Pour Joseph Bruce Ismay et le capitaine Smith, la probabilité de percuter un iceberg est très faible, tandis que le risque d'être à court de carburant au beau milieu de l'Atlantique est lui bien réel. Rendez-vous compte, c'est le voyage inaugural du navire et il transporte un bon nombre de millionnaires qui ont des rendez-vous d'affaires à New York. Ils ne peuvent pas imaginer une collision avec un iceberg, mais ils peuvent imaginer une panne de charbon. Ce serait dramatique pour le prestige et l'image de la White Star. Devant la forte probabilité d'une humiliation publique, ils ont préféré courir le risque d'un naufrage. Ils ont fait un pari. On peut dire ça. Oui. À 23h40, le 14 avril 1912, à 600 km des côtes de Terre-Neuve, le Titanic heurte un iceberg. Potentiellement affaiblie par l'incendie, la coque est percée dans la collision. Mais les cloisons étanches tiennent bon et parviennent à contenir l'avancée de l'eau. Le Carpathia, un navire transportant des passagers, se trouve à proximité lorsqu'il reçoit le SOS. Il n'y avait aucune raison que le Titanic ne tienne pas quelques heures de plus. Le Carpathia l'aurait secouru et il n'y aurait pas eu de mort. Après un premier examen rapide de la situation, l'architecte du Titanic, Thomas Andrews, semble lui aussi confiant. Mesdames et messieurs, je vous l'assure, les cloisons étanches vont contenir l'eau. Il est impossible que le Titanic coule. Mais il oublie sans doute qu'une cloison essentielle a été gravement endommagée par le feu. Parmi les archives de l'enquête américaine, Senan Moloney pense avoir découvert l'élément déclencheur qui aurait porté le coup de grâce au Titanic. L'enquête américaine a été formidable, car elle a ravivé l'enthousiasme nécessaire pour trouver des réponses. Le pompier Fred Barrett a contribué à éteindre l'incendie dans les soutes. Il se trouve dans la chaufferie numéro 6 lorsque le bateau percute l'iceberg. Étiez-vous de service le soir où la collision a eu lieu? Oui, j'étais en section 6. J'ai entendu un craquement et l'eau s'est engouffrée à travers la coque. Ensuite, elle s'est propagée jusque dans la section 5. Alors que l'eau s'engouffre dans la coque, il se réfugie derrière la cloison endommagée par le feu. Il affirme que tout a basculé environ 2 heures après la collision.
Un torrent d'eau se serait soudain infiltré par la cloison. D'abord, j'ai vu une vague d'écume verte arracher la coque avant de déferler entre les cuves. Fred Barrett parvient à rejoindre le pont et à sauter dans un canot de sauvetage. Quand la première cloison d'acier est tombée, les autres ont suivi comme des dominos. C'est à cause de cette faille que le bateau a perdu son combat contre l'océan. Des recherches scientifiques ont démontré que c'est à partir de là que le naufrage s'est accéléré. En seulement 30 minutes, le chronomètre de la passerelle s'est retrouvé immergé. Fred Barrett attribue cette accélération à la rupture de la cloison endommagée. Mais est-ce l'incendie qui l'a fait céder? C'est toute la question. Je dois encore prouver que le feu a joué un rôle plus important qu'on ne croit dans le naufrage du Titanic. Martin Strongwood, expert en métallurgie, et Guillermo Rein, chercheur en génie mécanique, ont partagé leurs connaissances pour simuler par ordinateur l'impact d'un incendie sur la structure du Titanic. Nous avons réalisé cette expérience dans mon laboratoire. La partie la plus chaude de la cloison se bombe. Sur la reproduction, la partie bleue se courbe vers l'extérieur, tandis que la partie rouge se renfonce. La plaque d'acier se déforme donc. Oui, cela fait comme une vague dans la cloison. Ceci pourrait enfin expliquer cette ombre qui apparaît sur les photographies. Ce serait celle de la coque en train de se déformer. Cela explique également les dommages subis par la cloison. Ni le Dr Rein, ni le Dr Strongwood ne sont au courant de l'existence d'un témoignage direct. Ici et ici. Mais de manière incroyable, leur simulation corrobore exactement la version des faits du pompier Fred Barrett. C'est tout à fait extraordinaire. Laissez-moi vous rapporter ce qui s'est dit en 1912, précisément dans la section dont nous sommes en train de parler. Le fond du caisson étanche était bosselé vers l'arrière et l'autre partie vers l'avant. C'est exactement ce que nous avons trouvé. La similitude entre le témoignage du pompier et leur expérience ne fait aucun doute. La chaleur dans la soute à charbon devait atteindre les 1000 degrés. Une telle température a des conséquences dramatiques sur une cloison en acier. Elle réduit sa solidité de 75%. Lorsque l'eau s'accumule, la force qu'elle exerce sur l'acier est suffisante pour le fissurer. Et en raison de son aspect friable, l'acier se fissure extrêmement vite. L'eau a traversé l'acier. C'est incroyable. Cette nouvelle théorie est totalement crédible. Je suis très impressionné. Cette nouvelle analyse réécrit complètement l'histoire du naufrage du Titanic. Déformée et irrémédiablement affaiblie, la cloison n'a pas pu résister à la pression de l'eau et a fini par céder, accélérant la chute du navire. Cette défaillance explique en grande partie le nombre colossal de victimes. La présence de ces cloisons est la seule raison pour laquelle le Titanic comptait si peu de canots de sauvetage à son bord. Si elles avaient tenu, le bateau serait resté à flot suffisamment longtemps pour que tout le monde puisse être remorqué jusqu'à un navire de secours. Au lieu de cela, 1500 hommes, femmes et enfants ont été engloutis. En héros, l'architecte Thomas Andrews et le capitaine Smith ont sombré avec leur bateau. Depuis, ils ont été désignés comme les principaux responsables du drame. L'importance capitale de l'incendie a été passée sous silence, bien que la commission d'enquête ait disposé de tous les éléments nécessaires dès 1912. D'après Moloney,
c'est le directeur de la White Star, Joseph Bruce Ismay, lui-même évacué sur un canot de sauvetage, qui a étouffé l'affaire. Je n'accuse ni les pompiers ni les ouvriers, ils n'ont fait qu'obéir aux ordres. Mais il y avait à la White Star une longue culture de la dissimulation. La White Star a déclaré qu'aucun pompier n'avait survécu. Mais le directeur de l'enquête américaine, le sénateur William Alden Smith, a retrouvé la trace de Fred Barrett. Ravi de vous rencontrer, Monsieur Barrett. Lors des audiences britanniques, Lord Mersey, membre de la Fédération des chantiers navals, omet d'appeler 57 pompiers rescapés à témoigner. Je lève mon verre aux intérêts de l'industrie navale. Et balaie sans ménagement les déclarations des appelés. Il conclut à un accident inévitable provoqué par une vitesse excessive. À aucun moment, il ne mentionne l'incendie.